Et voilà, bienvenue à ce rendez-vous sacré de chaque lundi, mercredi et des vendredis à partir des 16h juste. Bienvenue, 64e année depuis l'accession de la RDC à l'indépendance. Nous nous posons des questions. Quel est le bilan de l'éducation nationale dans notre pays? Et sur le plan politique, comment dresser les bilans? 4 invités sur ce plateau. J'avais préféré de recevoir aussi, plus des enseignants. C'est vrai, il y a aussi des analystes politiques parmi nous. Il y a Monsieur Johnson Bobaka, il est enseignant en latin philo à l'école EDAP. Bonsoir. Bonsoir madame. Comment allez-vous? Oui, je vais très bien, merci. Il y a Cédric Ndoubokoulou, lui c'est un politique, un analyste, il est de l'ECD, à qui j'ai dit bonsoir Cédric. Bonsoir chère madame Koyangele, j'ai dit également bonsoir à mes co-débatteurs. Je souhaite bonne fête d'indépendance à tous les compatriotes congolais qui nous suivent de partout. Je profite aussi de votre micro pour féliciter le président élu Martin Fayulu pour l'adresse à la nation qu'il a tenue hier. Vous savez, beaucoup de Congolais étaient désespérés. Il n'a jamais été fait mandat votre président élu. Mais non, du fait qu'il n'y a pas eu élection en 2023, il y a eu simulacre d'élection. Nous considérons jusqu'à preuve du contraire et que le président Fayulu est toujours le président élu. Il est en train de glisser, hein? Ok. Eh bien, merci. Merci beaucoup. Et voilà, je passe la parole à Guillaume Ngoï Amissi, un analyste politique. Il est aussi journaliste. Je dis bonsoir. Bonsoir madame. Bienvenue, c'est la première fois sur notre plateau. Oui, c'est vraiment un plaisir de pouvoir partager avec vous et différents invités cette émission. Le plaisir est partagé. Il y a Ernest Kanziama, il est enseignant aussi, bien que politique. Je dis bonsoir Ernest. Bonsoir madame, bonsoir mes co-débatteurs, bonsoir à tous les Congolais. Et voilà, je vais commencer avec Ernest Kanziama. Vous êtes politique, un enseignant aussi. J'aimerais poser la question. Depuis, il y a 64e année de l'indépendance, depuis son accession, quel jugement rendez-vous au bilan de l'éducation nationale? J'aimerais plus, c'est vrai, nous allons parler aussi sur la politique, mais j'aimerais plus que nous parlions sur l'éducation, parce que ce sont des enseignants qui créent des politiques. Oh, allez-y. C'est vrai, d'ailleurs, avant de venir ici, je réfléchissais par rapport à ces thèmes, du débat d'aujourd'hui. Vous avez bien fait de coller ces deux domaines, la politique et l'éducation. Comme vous venez de dire, ce sont les enseignants qui fabriquent dans leur monde que nous appelons école, université, tout ça, les gestionnaires de la République, les demain, les devenirs de la digne nation. Malheureusement, vous comprendrez que 64 ans, l'enseignement, on a fait que baisser des niveaux jusqu'à atteindre les niveaux 0 et aller au-delà des autres. Nous sommes à des moins 10, moins 15, il faut faire appel aux mathématiciens. Alors, le bilan est très négatif, d'ailleurs catastrophique, parce que les conséquences sont là. Vous voyez avec quel degré les Congolais, degré d'immoralité que les Congolais vivent. Cela pousse à ce que nous pensons que l'éducation a échoué. Et à côté de l'éducation, d'abord la première école de tout être humain, c'est la famille. Attendez s'il vous plaît. Oui. J'aimerais d'abord savoir par rapport à cette petite question. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui c'est tout le monde qui dit que l'éducation a échoué? Qui est à la base? Ce sont les enseignants, ce sont les politiques, ce sont les élèves. Bon, j'ose croire que dans cet échec, tout le monde porte une partie des responsabilités. Mais d'abord, c'est l'État. D'abord, l'État qui organise l'éducation. C'est l'État qui est défaillant. Oui, c'est l'État qui organise l'éducation, qui donne les moyens pour que ces départements, ces domaines-là fonctionnent comme c'est lui qui met le programme aux mains des enseignants. C'est lui qui doit aussi bien traiter les enseignants, ainsi de suite, construire de bonnes infrastructures. C'est l'État qui est en premier lieu le premier responsable. Deuxièmement, c'est la famille. Je disais tantôt que la première école que tout être humain, que dirais-je, fréquente, c'est la famille. Donc les parents sont les premiers éducateurs de l'enfant. Comprenez, avec la crise sociale, les matins, le papa prend la route de la ville, la maman est au marché. Alors, la garde des enfants, c'est entre les mains de n'importe qui. Donc, on échoue au niveau de la famille et quand on envoie cet individu qui a échoué au niveau de l'école ne peut rien faire. Et avec la démission de l'État, vous comprenez que ça ne va pas. Et troisièmement, c'est l'individu lui-même.
les bénéficiaires de cette éducation qui doivent être disposés pour être formés, instruits, éduqués et puis servir la nation demain. Donc voilà, à ces trois responsables que se situe l'échec de l'éducation au Congo. Mais d'abord, l'État. Et l'État, s'il y a une date qui doit être retenue, moi je prends la date du 4 décembre 1974, lorsque le président Mobutu décide, suite à un conflit entre l'Église et l'État, de saper l'éducation. Et vous verrez à la fin, quand il dit qu'après moi c'est le déluge, il savait de quoi il avait fait de l'éducation pour qu'après lui qu'il n'y ait plus rien. Il y a un auteur qui disait, si vous voulez détruire une nation, ne prenez pas une arme parce que vous aurez une conscience chargée. Détruisez seulement les systèmes éducatifs, revenez après 20 ans, vous trouverez dans cette nation, il n'y aura rien. Voilà. Je passe la parole à Guillaume. Guillaume, vous avez suivi votre co-débatteur. Ma question est celle-ci. C'est vrai, tout le monde jette l'éponge sur l'État. Qu'est-ce qui fait que l'État soit défaillant à l'éducation de notre pays? Merci beaucoup, madame. Je viens de suivre avec intérêt l'ami qui est à ma gauche. Il y a une part des responsabilités qu'il a énumérées. Votre question, pourquoi on rejette tout à l'État? Nous sommes au 64e anniversaire. Oui, oui. Je pense que nous pouvons faire les bilans si nous le prenons brut, sous son état brut tel qu'il est aujourd'hui. Bien sûr, on peut dire que l'éducation a régressé. Ça, c'est vrai. L'État en est responsable. Oui et non. Peut-être les moyens ne suffisent pas. Pourquoi les moyens ne suffisent pas? Vous allez voir qu'il y a d'autres paramètres qui sont rattachés peut-être au budget qui est mis sur la table par rapport à l'éducation. J'ai bien suivi. Il a parlé aussi de l'homme lui-même. Si je reviens d'abord par rapport à votre question, pourquoi l'État est toujours pointé? Pourquoi l'État est toujours pointé? Parce que c'est lui qui met la politique de l'éducation. Si la politique de l'éducation, elle n'est pas bien maîtrisée ou bien appliquée ou bien poursuivie, il suffit tout simplement de voir quelles sont les conséquences qui peuvent survenir. Il y a eu des négociations, l'État et les enseignants. Mboudi 1, Mboudi 2, il y en a plusieurs. Il y a des états généraux que les enseignants eux-mêmes en ont fait plusieurs années. Est-ce que les résolutions qui sortent sont-elles suivies? Qui doit mettre les moyens en jeu? Voilà pourquoi tout est rejeté au niveau de l'État. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la gratuité de l'enseignant. Regardez bien cette même gratuité de l'enseignant. Ça vient encore régresser davantage le niveau de l'enseignement. Je ne sais pas si les enseignants qui sont là vont me dire le contraire. L'État dit que nous avons ramassé des millions d'enfants qui n'étudiaient pas, on les ramenait aux études. Oui, c'est bien, mais quel est le niveau aujourd'hui? Le niveau ne fait que régresser. Et le seul responsable à tout ça, ou la seule responsabilité, elle est à donner à l'État. Elle est à donner à l'État. Il n'y a aucun autre responsable par rapport à tout ce que nous vivons aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui fait que les années 60, 70, disons même 80, parce que en tout cas l'éducation était vraiment à la hauteur. Hein. Moi je fais ma samba, je fais ma wamba, je fais certaines écoles ici de la capitale, mais du moins on a eu quand même l'éducation de base. Vous comprenez? Déjà, il nous était difficile en cours de route de s'exprimer en lingala. Déjà, on apprenait à lire le dictionnaire, à savoir certains mots. Vous comprenez? Mais qu'est-ce qui fait aujourd'hui que nous n'ayons pas la même éducation, la même méthode? Il y a un relâchement. Il y a un relâchement, madame. Il y a un relâchement absolu. Regardez nos diplômés aujourd'hui. Regardez les diplômés. Quelqu'un qui a 64. On nous parle même de distinguer la première dame à initier la bourse. Est-ce que on a changé ces enseignants ou ce sont les mêmes ou ces enseignants sont tous morts? Est-ce qu'ils sont motivés? Est-ce qu'ils sont motivés? Demandez, regardez le salaire d'un enseignant aujourd'hui, madame. C'est qu'est-ce qui va motiver l'enseignant à bien contrôler? Vous allez dans une classe, vous avez une centaine d'élèves.
Comment un enseignant peut contrôler 120 élèves dans une même classe? Nous avons étudié, peut-être vous et moi, nous avons étudié dans des conditions un peu plus meilleures qu'aujourd'hui. Oui. Nous sommes dans une classe, par exemple, nous, c'était à l'intérieur, au Katanga. Nous sommes dans une classe où on ne dépassait jamais 50. Moi, j'ai étudié à Kalemi. Selon les normes de l'UNESCO. Exactement. Et quand on vous donne un devoir, l'enseignant avait tout le temps de surveiller, de venir voir, non, là, tu as commis une erreur, là, ce n'est pas comme ça, on fait comme ça. Si ce sont des mathématiques ou autre chose, il a tout le temps de comprendre. Mais aujourd'hui, pas de motivation. Une classe pléthorique. Et même l'enseignant lui-même a des problèmes. Lui-même, à la maison, des problèmes. À l'école, il n'est pas bien payé. Beaucoup d'enfants dans la même classe. Et donc, il est devant un complexe de problèmes où il ne sait pas par où commencer. Et d'où ici, bon, peut-être qu'il y a une autre étape où vous allez me demander quelles sont les solutions par rapport à ça. Mais ce qui est vrai que aujourd'hui, le seul responsable, c'est l'État congolais. Il a démissionné de ses fonctions. Il a démissionné. Nous avons un ministère, nous avons tous les programmes. Allez visiter le ministère de l'enseignement. Il y a un programme approprié pour les enfants. Mais est-ce qu'il y a un suivi? Est-ce qu'il y a un... J'ai fait une petite enquête, hein, un petit reportage. Je suis allé interviewer des enfants qui ont fini les examens d'État récemment. Mais il faut voir, ils s'expriment. Est-ce le français? C'est les Lingala. Il parle une langue qui ressemble au français. Vous lui posez une question et vous ne savez même pas. Vous vous dites, mais comment tu as pu même lire les questions qui ont été écrites? Et comme nous le savons tous, ce n'est pas, c'est devenu des codes. C'est le copain, c'est le même 100%. C'est ça, madame, c'est ça. Et voilà, je vais passer la parole à Johnson Bobaka. Vous avez suivi vos co-débatteurs. J'aimerais vous poser cette question. L'année dernière, en Côte d'Ivoire, le chef de l'État, pendant une conférence de presse, il avait dit que les enseignants n'ont pas de niveau. Il a-t-il tort ou il a raison? C'est le chef de l'État qui a prononcé cette phrase. Ouais. Madame, merci beaucoup. C'était en Côte d'Ivoire, je crois bien. Que les enseignants n'ont pas de niveau. Merci beaucoup pour cette question. Je vous dirais que sur le plan éducationnel, sur l'éducation nationale, enseignement, le bilan est lamentablement négatif. Et pourquoi? Parce que vous n'avez pas de niveau? Non, je vais y arriver. Allez-y. S'il faut accorder une note à cet enseignant, allez-y. Au bilan éducatif, madame, je donnerai 1 sur 10 à notre éducation nationale. Mais nous devons d'abord connaître les sources. Il faut que nous retournions à l'époque où nous avons connu notre indépendance. Aujourd'hui, le gouvernement a encore un travail d'étudiant à réaliser. À la place d'abord de faire les copies-collées de systèmes éducatifs qui existent ailleurs et adaptés aux réalités de ces pays-là, de nous les amener. Le gouvernement doit adopter un système éducatif qui correspond aux réalités congolaises actuelles. Madame, je vous dirais que l'éducation et la politique sont 2 termes indissociables. Et ces 2 termes choisis correspondent surtout à l'état actuel après 64 ans d'indépendance de notre pays. Pourquoi? Parce que un système éducatif efficace produit des politiques et non des politiciens. Lorsque cette parole a été prononcée par une autorité, je suis tellement heureux parce que l'autorité est consciente. Est consciente, mais ils doivent d'abord connaître les sources de cette déroute. Ça provient d'où? Aujourd'hui, on doit chercher à éduquer les consciences inconscientes brûlées par le fer. Lorsque les Belges sont arrivés, madame, je dirais qu'ils nous ont laissé un cadeau empoisonné. Comment ça? Je vous dis, sur le plan éducationnel. Le Belge, nous étions d'abord enchaînés sur le plan mental et physique. Mais lorsque nous avons reçu l'indépendance, madame, nous avons été déchaînés justement sur le plan physique et non sur le plan mental. Le blanc savait qu'ils vont nous renchaîner sur le plan mental en nous laissant un système éducatif qui ne s'adapte pas aux réalités des Congolais. Voyons, les écoles coloniales à l'époque belge. Vous allez voir que, comme mon co-débatteur vient de le souligner, c'est un sage chinois qui a donné ce conseil à son empereur, qui lui a dit, si vous voulez détruire un peuple, il faut d'abord commencer par l'éducation. Et le Belge le savait très bien. Lorsqu'il dirigeait le Congo, les Belges ne nous formaient pas pour des réflexions critiques.
Ils ne formaient que pour des métiers. C'est-à-dire, l'éducation avait d'abord un but professionnel. Le Belge formait les menuisiers, le mécanicien, ceux qui travaillaient dans des plantations. Mais la réflexion critique sur certains aspects était réservée à une élite que eux-mêmes savaient. Et aujourd'hui, ce système-là que nous avons fait copier-coller, c'est comme si, parlons aujourd'hui de la gestion de la res publica. On nous a même imposé le régime. Désormais, vous devenez une république. Est-ce que nous savons d'où vient la république? Quelles sont les lois qui conviennent mieux pour une république? Ils nous ont imposé la démocratie. Est-ce qu'ils nous ont donné la notice comme guide? Ils vont se débrouiller. Je pense que tout va d'abord du système éducatif. Et vous avez souligné, vous avez bien souligné, vous avez dit, au début là, tout marchait. Vous savez, parce qu'au début là, les réalités du début, ce ne sont pas les réalités actuelles. Nos papas étaient quand même formés, le D4 de l'époque équivaut aujourd'hui, je dirais bien, à un licencié d'aujourd'hui. Oui, ceux qui étudiaient à l'époque là. Donc, la responsabilité incombe à l'État. Nous devons d'abord voir, il y a des choses. Est-ce que le système éducatif que nous avons opté, prenons le système LMD, et ce système-là devrait commencer par où? C'est dès l'école primaire, l'école secondaire, et nous apportons ce système à l'école, à l'université, où l'enfant doit déjà apprendre à faire de recherche. J'enseigne, j'ai enseigné dans des provinces, et j'enseigne aujourd'hui à Kinshasa, et j'enseigne même dans un institut supérieur. Mais il faut voir avec ce système LMD. Un étudiant, surtout en province, où un étudiant n'a même pas un téléphone Android. L'Institut supérieur n'a même pas un Wi-Fi pour faire des recherches. Il n'y a même pas des ouvrages. Les enseignants, je dirais, déconnectés totalement du monde numérique. Vous voyez qu'avec ce système-là qu'on nous impose, ce système-là qu'on adopte pour faire plaisir à je ne sais qui, c'est ce système-là qui pousse de plus en plus notre enseignement et les choses iront de plus en plus vers les pires. Et l'État en est responsable. Alors, quelle est la part de vos enseignants pour remonter cette situation? Parce que, oui, c'est bien de jeter l'éponge sur l'État, oui. Mais quelle est votre part? Est-ce que vous passez par des plaidoiries? Est-ce qu'il y a de mémos que vous rédigez par rapport à cette situation? Est-ce que vous avez saisi l'Assemblée nationale? Merci beaucoup, madame. Vous savez, c'est ce que je disais. Un système éducatif efficace produit des politiciens et non des politiques. Madame, aujourd'hui au Congo, on n'a pas de politique, on a des politiciens. Ceux qui font de la politique leur métier, et non ceux qui ont de l'amour pour ces pays, ceux qui ont le patriotisme. Je vous informe qu'aux élections passées, j'étais candidat député national dans la ville du Nord, dans la province de Maïndombe. Avec quel objectif? Avec tout ce que je puis faire dans l'enseignement, je vous informe. Je suis enseignant depuis 2009. J'ai eu le numéro matricule en 2019, mais jusqu'à aujourd'hui, je ne suis pas payé par l'État. Ah bon? Depuis 2019. Mais depuis 2009, j'ai commencé l'enseignement, le numéro matricule, c'est en 2019. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne suis pas payé. Mais je suis le seul professeur de latin à l'EDA PSPGO. Est-ce que vous allez imaginer ça? Je fais un Vous y allez quand même? J'en sais, parce que, madame, je n'aime pas l'enseignement, mais c'est l'enseignement qui se cramponne en moi. Oh. Transformer le cerveau, c'est le métier le plus, je vous dis, c'est le métier le plus noble, madame. Je vous dis, j'essaie de demander à mes élèves. J'avais le cours de latin en 6e année, je le préparais pour les examens d'État, je leur ai dit... Vous n'êtes pas payé, mais vous êtes bien vêtu comme ça. Comment bon, vous vivez? Madame, on ne vit pas dans l'enseignement, madame. Si on vit dans l'enseignement, je pense que mes chers collègues qui sont ici, ils vont en témoigner. Chutez. Madame, je vous dis, j'ai demandé aux élèves, qui d'entre vous aimerait être un enseignant comme moi? Aucun. Et je leur ai demandé pourquoi. Ils ont dit, c'est un métier de pauvres. J'ai dit, dans ce cas, je peux laisser vous enseigner. Vos députés, vos ministres, vos parents qui sont dans le gouvernement savent qu'avant de devenir ce qu'ils sont aujourd'hui, ils passent par l'enseignement. Mais pourquoi une si grande négligence à l'endroit des enseignants? Donc, la faute incombe à l'État qui ne prend pas de dispositions pour le recyclage d'abord des enseignants. Vous adoptez un système dont vous ne connaissez pas, vous n'êtes pas capable de mettre des systèmes de formation ou de formation pour les enseignants. Voilà. Je passe la parole à Cédric, vous avez suivi vos co-débatteurs. J'aimerais savoir, par rapport
À notre sujet d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous retenez de bon dans l'enseignement et qu'est-ce qui fait à ce qu'aujourd'hui que nous puissions pleurnicher sur l'aspect éducationnel après 64e année de l'indépendance? Merci beaucoup, madame. Le problème ici, c'est un problème d'homme. Parce que vous savez, on a toujours dit que les politiques, normalement, c'est eux qui devraient apporter des solutions. Parce que au niveau du gouvernement, nous avons un ministre de l'Éducation nationale, le président de la République. Quand il a mené sa campagne, il avait, n'est-ce pas, une vision. Quelle a été sa vision concernant l'éducation nationale? Donc vous allez voir qu'aujourd'hui où nous parlons, madame, s'il faut compter les écoles ici au Congo, on va voir qu'il y a des écoles de l'église catholique, protestante, musulmane et autres. Mais le rôle de l'État, l'État a construit combien d'écoles? Et pourtant, si nous allons dans le projet 145 territoires, où il y avait eu à manger, à boire, où il y a eu même des détournements de fonds, est-ce qu'on peut aller dans une ville voir et que l'État a pu construire même 10 écoles? Je ne sais pas, parce que je suis avec des co-débatteurs qui sont des enseignants ici. Je ne sais pas s'ils peuvent me citer ne serait-ce 10 écoles que l'État a construit, même ici dans la ville de Kinshasa. Il n'y en a pas. Et donc c'est un problème de vision, c'est un problème de la volonté politique. Le fait qu'on aura toujours des présidents ou soit des animateurs qui seront là, qui ne seront pas légitimes, qui n'auront pas la souveraineté vis-à-vis de la population, nous allons recourir dans de mêmes pratiques. Aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi est venu, il nous a bombardé la gratuité de l'enseignement. Et pourtant, pendant le régime de M. Kabila, il y avait aussi la gratuité. Mais ce n'était pas dans toute l'étendue du territoire national. Mais M. Félix Tshisekedi il nous bombarde. Maintenant, dites-moi, madame, un enseignant qui donnait cours, par exemple, dans une école catholique où on le payait convenablement. Maintenant, un tel enseignant, lorsqu'on a réduit même son salaire, il aura la volonté de donner, d'enseigner, de donner la connaissance à nos enfants. Mais le gouvernement il avait jugé sur l'équité, non? Il faudra que tout le monde touche le même salaire. Mais madame, pas de discrimination, pas de distinction. Il faut savoir aussi... Il n'y a pas des enseignants spéciaux que les autres, c'est ça aussi. Les conditions de vie sont différentes parce qu'ici, à Kinshasa, la vie est chère. C'est différemment peut-être dans nos provinces, où on peut accepter de payer un enseignant 300 000 francs. Mais ici, dans la ville de Kinshasa, lorsque vous payez un enseignant 300 000 francs, il paye peut-être son loyer en dollars. Il doit commencer d'abord par changer ça en dollars et puis payer son loyer. Maintenant, quelqu'un comme ça, il a des enfants, il doit nourrir ses enfants, il doit nourrir les 2 bouts de mois. Comment est-ce qu'il va s'en sortir? Si nous allons dans le rapport de l'UNESCO qui est demandé que dans une salle de classe, on ne peut pas y avoir beaucoup d'élèves dans une salle de classe. Mais maintenant, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Vous allez voir dans une salle de classe où il y a 80 élèves. Maintenant, dites-moi comment est-ce qu'un enseignant peut donner des leçons à tous ces élèves-là. Et pourtant, madame, vous savez, l'éducation commence à la base. La base, c'est l'école primaire. C'est là-bas où on enseigne, on apprend à un enfant comment lire, comment écrire. Mais aujourd'hui, vous allez voir des élèves qui terminent en 6e des humanités, ils ne savent ni écrire ni lire. Donc c'est un problème ici, madame, de vision politique. Nous avons un sérieux problème de leadership parce que aujourd'hui, comme mon co-débatteur venait de dire, il travaille mais il n'est pas impayé. Et pourtant le ministre a mécanisé certains enseignants. Mais vous allez constater tous ces enseignants, ce sont beaucoup plus des gens de leurs membres de famille ou de familles politiques ou biologiques. Tout le monde dit sur le plateau, jeter l'éponge sur l'État. Moi, j'ai constaté qu'il y a une chose. Vous avez des enfants à la maison. Ils partent à l'école, ils reviennent, mais ils ne réveillent pas leurs notes. Dites-moi, quelle est la part de l'État? Oui, écoutez, madame. Le parent lui-même ne fait pas le suivi de ses enfants pour le devoir. Quelle est la part de l'État? Est-ce que l'État viendra dans nos maisons? Dites-moi un peu. Écoutez, madame, l'État doit améliorer les conditions de vie sociale. Parce que dites-moi, un parent qui est sorti pour aller... Parce qu'actuellement, dans notre pays, lorsque vous ne sortez pas, vous ne trouvez pas aussi quelque chose à mettre dans la bouche. Maintenant, quelqu'un qui est sorti, un parent responsable qui rentre à la maison poche vide,
Dites-moi, est-ce qu'il aura même le courage de prendre soin de ses enfants? Le sens de responsabilité doit agir, hein? Un enfant qui part à l'école sans rien manger, sans rien mettre sous la dent. Dites-moi, madame, comment est-ce qu'un tel enfant peut acquérir l'intelligence ou maîtriser la matière à l'école? Donc c'est un peu difficile. Voilà pourquoi nous insistons, nous jetons plus de l'opprobre sur l'État, parce que c'est l'État qui est en mesure de mettre toutes les dispositions en marche pour que nous puissions vivre quand même de ça. Parce que ici, madame, on ne peut pas se croire aujourd'hui comment est-ce que l'enseignement est dégradé. Or, dans quelques décennies passées, ce n'était pas le cas. Et donc, tout ça, c'est le problème de l'État. Merci beaucoup. Je vais passer maintenant la parole toujours à Guillaume. Guillaume, nous allons prendre la rubrique politique, mais n'empêche que vous puissiez rebondir au propos de vos co-débatteurs. Comment jugez-vous la politique de notre pays depuis l'indépendance jusqu'à ces jours? Est-ce que nous avons, comme vient de dire M. Johnson, on n'a pas de politique, mais on a des politiciens? Est-ce que ces politiques-là sont vraiment des hommes d'État? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les choses ne marchent pas, mais nous avons des politiques qui sont enseignés, qui sont des docteurs, des professeurs, des licenciés? Qu'est-ce qui ne marche pas? Allez-y. Merci beaucoup, madame. Je voudrais d'abord revenir sur ce que mon co-débatteur, qui venait à peine de terminer. Il faut quand même souligner aussi la bonne volonté du gouvernement. Avec le programme des 145 territoires, nous avons vu comment est-ce que l'État a pu commencer à construire des écoles dans les différents territoires. Bien sûr, ce n'est pas la même philosophie dans tous ces territoires. Ça, c'est quelque chose qu'il faudrait signaler, de bon quand même. Et de deux, c'est aussi cette hausse des salaires. Peut-être on l'a pas dit, mais quand même le gouvernement a montré cette bonne foi de remonter un peu le barème salarial d'un enseignant. À combien? Je n'ai pas de chiffres exacts. Vous allez nous dire les salaires. S'ils sont sincères, il y a eu augmentation. Ça, c'est vrai. Bien sûr, le coût de vie a aussi augmenté. C'est que peut-être on ne ressent pas cette hausse, mais ce qui est vrai que moi j'ai suivi personnellement ces débats au niveau même de l'hémicycle dans la législature passée où on a presque triplé. On a presque triplé. Ouais. Vous êtes enseignant? Non, j'ai dit ce sont les informations que nous avons eues. Vraiment. Que c'était autour de 200 000 quelque chose, mais quand même on est monté jusqu'autour de 500 000 ou de 600 000, selon les grades. Ça, ce n'est pas quelque chose de général. Et puis, il y a aussi ce que nous oublions. Il y a des primes qui sont liées dans certaines écoles. Il y a des primes qui sont rattachées au salaire que l'enseignant reçoit. Ça aussi, ça devrait quand même leur motiver. Mais il y a une discrimination entre les enseignants de Kinshasa et ceux de la province aussi. C'est toujours comme ça, madame. C'est la capitale. Et les exigences liées dans les grands centres ne sont pas les mêmes dans l'arrière-pays. Ça, il faut les noter. Celui qui touche 300 000 au niveau de l'arrière-pays, ça ne sera pas le même montant pour celui qui a Kinshasa, parce que les coûts des filles n'est pas les mêmes. Ça, c'est très important. Mais la base salariale reste la même. Ça, ce sont des avantages qui sont liés dans la grille du salaire de tout un chacun. Ça sont les informations. Eux peuvent le confirmer ou pas. Ça, ce sont les informations que nous, journalistes, nous avons pu recueillir avec des données vérifiables. S'il faut revenir maintenant sur l'aspect politique, ce qui est vrai que j'ai constaté qu'il y a une nette amélioration sur le plan politique. Je parle de la politique politique. Pas politique dans le sens de création dans le sens de création pour des plateformes, mais pour ce qui est de la politique, réellement, la RDC a évolué. Pourquoi j'ai dit? Regardez, depuis 1960, nous sommes passés par le régime de Mobutu, une dictature. Nous sommes passés par le changement de régime avec l'arrivée de Mzee Laurent Désiré Kabila. Et depuis Joseph Kabila, vous allez voir qu'il y a autant de cycles électoraux qui se sont déroulés ici même en République démocratique du Congo. Nous avons eu une élection en 2006. Nous avons eu une élection en 2011, nous avons eu une élection en 2018, nous avons eu une élection en 2023. Là, je parle d'une manière classique.
Je n'entre pas dans les détails où ce sont des élections bâclées ou quoi. Laissez-moi vous relancer. Ouais. Vous avez souligné une très bonne question, une très bonne question, lorsque vous dites qu'il y a eu une évolution depuis 1960 jusqu'à ce jour. Bien sûr. Mais s'il y a vraiment une bonne évolution, qu'est-ce qui fait que ces politiques n'apportent pas des solutions? Parce qu'on arrive au pouvoir pour améliorer la situation d'un peuple. Nous parlons de l'enseignement. Si réellement il y a eu évolution, les enseignants n'allaient pas trimer. Les enseignants allaient vivre mieux, comme ailleurs, aller au Gabon. Les enseignants vivent mieux, les enseignants sont véhiculés, vous imaginez un peu, dans certains pays d'Afrique ici. Mais si réellement ces politiques, on a connu une évolution, pourquoi vivre de telles choses? Ok, merci, c'est une très bonne question, madame. Je disais que je parlais d'une manière classique, ordonnée, comment est-ce que la politique a évolué. Et ce qui est vrai que de 60 aujourd'hui, la politique a tellement évolué. Pourquoi cette classe politique n'apporte pas de changement? C'est pas suite d'égoïsme. C'est pas suite d'égoïsme. Comment trouvez-vous quelqu'un qui est de gauche, après un cycle électoral, il change de gauche, il devient de droite? C'est qu'il n'y a pas évolution, parce que l'évolution doit commencer par le changement des mentalités. Non, allez-y. Là, nous allons dans... Non, je parle de la politique. Allez-y. Je parle du changement. J'ai bien énuméré comment est-ce que le changement s'est déroulé. Et réellement, il y a changement, madame. Et puis, est-ce que maintenant, il faut savoir, ce changement est-il positif ou négatif? Un changement peut être dans les négatifs. C'est aussi un changement. Selon vous, c'est négatif ou positif? Je dis que c'est positif. C'est positif. Vous avez 4 cycles électoraux, c'est vraiment quelque chose à maintenir. Comme le président l'a dit, que nous devons protéger les acquis. Consolider les acquis. Consolider les acquis, merci vraiment. Nous devons consolider. Déjà, quand il y a alternance, c'est quelque chose qu'il faut féliciter. Pourquoi il n'y a pas changement? Mon confrère ici, mon ami ici, il a parlé le problème d'hommes. Si vous allez dans leur charte, si vous allez dans leur règlement intérieur, si vous allez dans leurs assemblées, si vous lisez les textes qui régissent tous ces partis politiques, que ce soit de Martin Fayoulou, que ce soit de l'IDPS, que ce soit des autres, vous regardez, les textes sont clairs. Et ça donne des directives que si nous accédons au pouvoir, voici ce que nous allons faire. Est-ce qu'ils parviennent à honorer ce que disent leurs textes? Ça, c'est un autre débat. Mais du point de vue évolution, il y a eu une nette évolution au niveau de la RDC. Je parle d'abord en termes de... Prenez la politique en 1960, lorsque nous avons accédé à l'indépendance. Regardez comment s'est située la politique en ce moment-là, avec combien de partis politiques. Où il n'y avait que l'Abaco qui trônait. À ce moment-là, du côté du Kassai, il y a eu quelque chose qui s'est créé. Au niveau du Katanga, quelque chose aussi qui s'est créé. Et c'est comme ça que ça a été. Mais regardez à ce jour, nous avons presque dans toute l'étendue, il y a des partis qui sont représentés. Que ce soit au niveau national, au niveau régional, même au niveau local. Ce sont des points que nous devons capitaliser. Merci. Merci beaucoup, madame. Et voilà, Ernest, vous avez suivi votre co-débatteur. Vous avez posé la question, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les politiques déçoivent son peuple? Merci, madame. Moi, je pense que le problème, c'est... Que ce soit de l'opposition ou du pouvoir. Le problème, c'est il faut prendre cela au début. Lorsque nous accédons à l'indépendance. Parce qu'une nation doit avoir des repères. Et pour avoir des repères, il faut avoir des pères. Et le Congo a eu des mauvais pères. Évidemment. Des mauvais pères. En commençant par Lumumba. Un mauvais papa. Ben, je prends Lumumba. L'indépendance, un mauvais papa. Oui, un mauvais papa. Parce qu'il y a des côtés négatifs de l'histoire qu'on ne veut pas dire aux gens. Je prends Lumumba, qui a connu la colonisation, qui a gardé une dent contre les Blancs. Je prends Kassavou ici aussi, qui a connu le même problème. Mais dans leur manière de concevoir les choses, en tout cas, moi j'ai soutenu Kassavoubou, contrairement à Lumumba. Je prends Lumumba, je le compare à un autre leader qui a connu une autre forme de colonisation que nous avons appelée l'apartheid, Mandela. Si Lumumba était à la place de Mandela, avec un cœur de rancune, vous n'aurez pas aujourd'hui une nation arc-en-ciel. Et l'Afrique du Sud a existé depuis longtemps, mais c'est avec Mandela qu'on parle d'une nation arc-en-ciel. Et les Blancs, et les Noirs, et les Métis, les Indiens reconnaissent en Mandela un vrai père de la nation. Moi, j'ose croire que le 16, le 17 janvier,
Ce sont des journées perdues inutilement. Parce qu'on n'a pas des héros au Congo, nous avons des héros. Vous savez, en 1956, Maloula, prêtre de son état, ne sait pas s'afficher en public. Il va utiliser Joseph Iléo et les autres pour écrire les manifestes de la conscience africaine. Et dans ces documents, c'est presque les mêmes idées avec le plan de Van Bilsen de 30 ans. Il fallait encore 30 ans pour laisser le Congo aux mains des Congolais formés, instruits, éduqués, comparativement aux autres nations, à l'Afrique française, l'Afrique anglaise, qui était déjà en avance par rapport à l'Afrique belge. Dans ces deux documents, vous avez presque les mêmes idées. Il fallait une transition pacifique, une transition que la Belgique allait accompagner les Congolais. Et quand vous allez dans les discours même de roi Baudouin le 30 juin, il demande aux Congolais de ne pas faire des réformes hâtives, parce qu'ils savaient à quel niveau les Congolais étaient, et cette lourde responsabilité de gérer le pays pour l'avenir des centaines de générations. Il ne fallait pas avoir un sang chaud de réagir à toute situation comme si on gérait une petite affaire. Et c'est là l'erreur de Lumumba. Donc tout part avec à partir de Lumumba. Et attendez, s'il vous plaît, Lumumba est passé, il y a eu des bien sûr. Est-ce que c'est toujours Lumumba, son esprit, c'est son esprit qui gère les politiques d'aujourd'hui? Voilà. Vous allez voir que tous ceux qui ont détruit le pays 64 ans durant, la majorité, c'était les fidèles de Lumumba, les disciples de Lumumba, et après ils ont coaché les mêmes esprits à ceux qui sont venus après. Ils ont été nationalistes et lumumbistes, après ils sont devenus mobutistes, après ils sont devenus kabylistes, après ils sont venus, aujourd'hui ils sont tshisekidistes. Les mêmes personnes, ils sont encore en vie, les Mbosso, les Mukamba, ils sont là. Ils sont là. Et ceux qui sont derrière ont quel esprit? C'est là le problème. Comme disait mon ami, on n'a jamais vu ça. Le matin, vous êtes socialiste. À midi, vous devenez républicain. Le soir, vous êtes démocrate. Et le matin, là, vous êtes, c'est pas moi, libéral. Ça, c'est quel type de politique? Et vous allez vous attendre à quel résultat? Le manque de bonne moralité. Voilà. Pas de morale. Non, pas de morale. J'avais voulu que ceux de la majorité soient là, malheureusement. Il y a un problème de moralité, madame. Il y a un problème de moralité, n'est que ça. C'est pourquoi, lorsque on parle de la... Mais cette immoralité, on le trouve de part et d'autre, comme dans l'opposition et dans le pouvoir. Mais nous avons été dans les mêmes écoles, où il n'y a pas de moralité. On n'a pas seulement la science, mais pas de morale. Vous êtes médecin sans moralité. S'il vous plaît, je vais arriver. Vous êtes médecin sans moralité, vous êtes ingénieur sans moralité, vous êtes enseignant sans moralité. C'est pourquoi j'ai dit, il faut que l'éducation reçue à l'école soit accompagnée avec la famille. C'est au niveau de la famille. Si nous sommes ce que nous sommes, c'est peut-être par rapport à nous sortons de familles qui n'ont pas voulu que nous soyons ce que les autres sont aujourd'hui. C'est ça le problème. Donc, les parents ont une lourde responsabilité par rapport à ça. Alors, je voulais dire un mot sur ce que les amis venaient de dire. Avec la gratuité de l'enseignement, il ne faut pas confondre la gratuité de l'enseignement avec la gratuité de l'enseignement. L'enseignement n'est pas gratuit. Quand vous donnez à un enseignant 400 000 francs congolais, d'ailleurs, il n'y a pas d'augmentation, il y a réajustement. C'est-à-dire, quand le dollar était à 25, on était à 350. Maintenant, le dollar est à 28, on s'est dit, bon, ils ont perdu, je crois, 30 ou 40 000, on leur donne 40 000. Donc, on réajuste les salaires de l'enseignant par rapport au taux du dollar. Il n'y a pas d'ajout, il y a réajustement. Cet enseignant qui touche 400 000 francs congolais, les loyers, la maison où on peut vous respecter comme enseignant, c'est 100 $. Les minimums, c'est 100 $. Donc, 280 000. Vous allez rester avec 120 000 francs congolais divisé par 30. Donc, tu sais qu'il donne à un enseignant 4 000 francs congolais pour manger par jour. Merci. 4 000 francs congolais. Merci. Sans transport, pas de frais de recherche. L'habillement, là, ça ne nous concerne pas. Donc, le vrai problème chez nous, nous sommes partis très mal avec Lumumba et tous ceux qui sont venus après lui. Peut-être qu'il avait de bonnes idées, la volonté aussi de sauver la nation, mais la manière de procéder, c'est là qu'il a été trahi. Je passe la parole à Johnson Bobaka. Je laisse vivre vos co-débatteurs. J'aimerais, comme je le dis, ce sont des enseignants qui fabriquent des docteurs, qui fabriquent de politiques, qui fabriquent des ministres. Quel jugement rendez-vous par rapport à notre politique d'aujourd'hui depuis l'indépendance? Y a-t-il un changement? Y a-t-il évolution?
Merci beaucoup, madame. La question est capitale. Je vais revenir à ce que notre frère a dit. Allez-y, mais soyez précis et concis. Il n'y a pas un changement. S'il faut donner une note, je donnerai 2 sur 10 à la politique congolaise. Ici, on ne parle pas de la majorité, on ne parle pas également de l'opposition. On parle des choses de manière générale. Aujourd'hui, il a dit qu'il y a évolution parce qu'il y a le multipartisme. Oui, sur cet aspect-là, il y a une évolution. Il y a l'alternance, oui, il y a évolution. Mais il y a changement lorsque le peuple est sauvé. Aujourd'hui, à l'Est, regardez bien ce que nos amis subissent. Et je vous dis aujourd'hui, dans ma province de Maïnombe, 3 mois aujourd'hui dans le territoire, les enseignants ne sont pas payés. Ces pauvres enseignants qui ne reçoivent. Est-ce que ceux qui habitent le plateau de Batéké là, oui, là où il y avait les Mobondo là, ils étudient? Ils ont étudié cette année? Pour poser la question à ceux qui sont là, madame, je viens de Maïnombe, il y a des pleurs et des grincements dedans. La misère que traverse l'enseignant congolais, on ne saurait pas les décrire, cette misère-là. On ne saurait pas la décrire. Je vous dis, il n'y a pas de changement. Du fait qu'il y a une fraction de citoyens qui se croient plus congolais que les autres, teintés ou animés par un esprit d'égoïsme. Et quand les députés touchent 21 000 $. Ils croient que le Congo appartient à ceux-là. Le Congo est un héritage laissé par les parents. Vous allez voir, comme l'a évoqué le collègue enseignant tout à l'heure, une seule personne, depuis Mobutu, qui ne change que des casquettes sous la couverture politique selon laquelle la politique est dynamique. Mais si la politique est dynamique, le cœur des Congolais est statique. Le cœur des Congolais est statique. Donc, madame, sur ce plan-là, vraiment, il n'y a pas de changement. Et nous allons proposer peut-être à la fin des solutions qui s'avèrent très importantes. D'abord, du point de vue type d'éducation ou type d'enseignement à donner, les méthodes d'enseignement et beaucoup plus encore aussi la motivation des enseignants. Le traitement des enseignants. Madame, je vous dis, je suis enseignant depuis 2019, depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui, je ne suis pas payé. Et lorsque je bien habillé. Très chic. Mais cette prime-là de 150 $, que je reçois, monsieur, vous êtes policier, peut-être que on voit avec des ventres bédonnants, vous savez comment vous êtes en train de voir ce que vous avez là. Mais je vous dis, on nous dit, journaliste, que je vois. Mais monsieur, je vous dis, une prime de 150 $, j'ai des enfants scolarisés, les loyers à payer, et parfois, cette prime-là ne vient pas toujours au moment opportun. Merci. Je passe la parole à Cédric. Vous avez suivi votre co-débatteur. Les politiques nous déçoivent toujours. Merci beaucoup, madame. Je voudrais ici rebondir par rapport à ce que venait de dire tantôt mon co-débatteur. Vous devez savoir qu'il n'y a pas eu alternance, il y a eu juste passation à l'africaine. Dixi Emmanuel Macron. Compromis. Et donc, madame, vous savez ici, les problèmes qui guettent notre République, voilà pourquoi lorsque j'avais pris pour la première fois la parole, j'avais félicité le président élu Martin Fayulu parce que le message qu'il a donné, il a brossé tout ce qui guette la RDC en ce moment. Et donc, vous allez constater ici que le pays est mal géré. Par rapport à votre question, vous savez, la Constitution, dans son exposé des motifs, dit que depuis son indépendance, le 30 juin 1960, la RDC a des crises politiques récurrentes, entre autres la crise de légitimité et de leurs animateurs. Madame, vous savez, nous avons tous vu comment est-ce que Mobutu a pris le pouvoir par un coup d'État. Il a régné pendant 32 ans, il est parti. Mais M. Mouzé Kabila est venu avec sa rébellion, il a pris le pouvoir, il a laissé à son fils héritier Kabila qui a encore régné pendant 18 ans. Mais nous avons observé quoi? Pendant ces 18 ans, nous avons connu 3 cycles électoraux. Le premier cycle électoral, nous sommes allés aux élections, Jean-Pierre Bemba gagne les élections, M. Kabila se maintient au pouvoir. Deuxièmement, avec les Sphinx de l'Humité. Rappelez-vous, même Sphinx, il avait même à sa résidence, il avait prêté serment. Rappelez-vous, nous sommes arrivés en 2018, le président élu Martin Fayulu a gagné haut la main les élections,
M. Kabila a préféré de prendre son pouvoir et donner ça à M. Félix Tshisekedi. Maintenant, dites-moi, madame, pendant tous ces 5 ans, est-ce que pendant ces 5 ans, Félix Tshisekedi ne pouvait pas faire mieux? Mais il n'arrive pas à le faire. Pourquoi il faut se demander? C'est parce qu'il est illégitime. C'est un président légal et non légitime. Illégitime. Il est illégitime. Il est voté. On n'a pas respecté l'article 5 de la Constitution, madame. Il a obtenu 73%. Non, madame. Il y a eu simulacre d'élection. Est-ce que notre loi électorale nous donne le pouvoir d'organiser l'élection pendant une semaine? C'est seulement au Congo. Nous avons vu les candidats avec des machines à voter dans leur résidence. Et donc, madame, il ne faut pas considérer ces élections. Il y a eu simulacre d'élection. Voilà pourquoi nous continuons même... L'opposition, vous ne manquez pas de nous mots. Continuons même à appeler le président élu, Martin Fayulu, ou le président élu, parce que jusque-là, il a toujours, ses galons. Et donc, madame, un pouvoir qui n'est pas légitime vis-à-vis de la population. Ils seront là que pour leurs propres intérêts. Vous avez suivi d'ailleurs les discours du président élu dans son adresse. Il a évoqué en disant que j'en appelle à M. Félix Tshisekedi d'intérioriser quoi? Les slogans de son papa, qui est le peuple d'abord. Souvenez-vous, à l'investiture du premier mandat de M. Félix Tshisekedi, c'était le peuple d'abord. Mais où en sommes-nous aujourd'hui? Aujourd'hui, nous sommes là, madame, nous avons un gouvernement de populistes. Vous avez suivi qui? Le ministre de la Justice? Non, le ministre de Finances, où il a promis, à partir de ce mois, on va commencer à payer les fonctionnaires le 28. Mais aujourd'hui, nous sommes le 1er, les fonctionnaires ne sont toujours pas payés. Si nous partons au ministre populiste de la Justice, il va arrêter les pits. Qui est venu nous brandir. Il n'est pas de l'opposition, mon frère. C'est quelqu'un que Félix a fabriqué pour venir au maître du terrain au niveau de l'opposition. Mais ce constat n'a jamais été de l'opposition. C'est comme beaucoup aujourd'hui, les Katumbi et les autres ne sont pas de l'opposition. Et donc, madame, vous allez constater ce monsieur-là, il nous a dit que non. Il est venu avec le chien. Il est venu avec un chien berger allemand. C'est un signal. Il n'est pas au courant comment est-ce que M. Nicolas Kazadi s'est envolé. Est-ce que vous pouvez comprendre cela, madame? Nous sommes dans quel pays? Donc nous sommes dans un pays où nous avons un gouvernement de justice. C'est ça qui même a brossé le président élu Martin Fayulu. Merci beaucoup. Voilà pourquoi, parce que mon frère a parlé de l'alternative, nous sommes confiants et que en 2028, il y aura bel et bien alternative. Nous allons respecter pour la première fois la Constitution. Voilà la raison pour laquelle nous, au niveau de l'ECD, nous n'avons pas voulu entrer dans le débat du porte-parole de l'opposition parce que nous sommes dans la résistance du fait que nous ne reconnaissons pas le pouvoir de M. Félix Tshisekedi. Et donc, c'était un peu ça mon analyse. À la fin de l'émission, je vais donner 1 minute 30 secondes à chacun par rapport aux résolutions. Je vais commencer maintenant avec Ernest. Quelles sont les résolutions pour que nous ayons une politique forte, pour que l'enseignement soit efficace? Réagissez, 1 minute 30 secondes. Voilà, les résolutions sont dans ces livres ici. Voilà les programmes de l'ECD. C'est dans ces programmes que vous avez les résolutions pour construire une nation, bâtir une nation forte, digne, prospère et libre. D'abord, les prérequis. Nous parlons des prérequis. État des droits et légitimité du pouvoir. Après, intégrité territoriale, pacification totale du pays. Troisièmement, cohésion nationale. Quatrièmement, gouvernance intègre. Voilà, ce sont les priorités. Et nous avons 6 priorités. La première de ces 6 priorités, c'est l'éducation de qualité, formation professionnelle, recherche scientifique et innovation. La suite, vous pouvez lire, mais je vous dis que si on ne prend pas cette direction pour sauver la nation, nous allons nous retrouver ici 5 ans après et nous parlons toujours du même problème. L'État doit comprendre que la RDC, c'est quelque chose qui appartient à tous les Congolais, comme disait mon frère en face, et qu'il faut qu'il y ait une justice distributive, sociale, équilibrée et équitable, que tout le monde se retrouve. Alors, avec une conscience par rapport à la nation, nous allons construire cette nation que tout le monde veut être forte, digne, ainsi de suite. Mais sans cela, nous allons nous retrouver ici et continuer à discuter le même problème sans pour autant avancer. Voilà. Et voilà, je passe la parole à Guillaume. Quelles sont les résolutions? Qu'on puisse des solutions.
Eh bien, madame, merci. Les résolutions, elles sont toujours là. Le problème, c'est l'applicabilité de ces résolutions. Mon frère venait de le dire, tout ce que SID a mis comme écrit. Même les autres partis, quand vous allez à l'UDPS, vous allez trouver de beaux tests. Quand vous allez au PPRD, même chose. Vous allez UNC, vous allez le parti de Jean-Claude Massangou Moulongo, ECO, vous allez trouver des écrits qui donnent des pistes de solutions. Mais la grande problématique, c'est la mise en pratique de ce qui est écrit. Moi, j'estime à mon niveau que nous avons tous les tests légaux qui peuvent nous permettre de décoller, mais il s'agit de l'homme qu'il faut. Il s'agit de prendre conscience par rapport aux enjeux qui nous guettent, nous, Congolais. Que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan éducation, tout ça, nous devons rallier nos forces. Nous devons mettre la personne qu'il faut à la place qu'il faut. Il faut respecter nos propres écrits, c'est-à-dire tout est prévu dans la Constitution, que ce soit même au niveau de la politique, de l'éducation, que ce soit au niveau de politique. Si nous respectons nous-mêmes les tests qui nous régissent, eh bien nous irons à l'avant. Mais tant que nous n'arrivons pas à respecter nos propres écrits, notre propre Constitution, même si Fayoulou devenait président demain, il n'y aura pas changement. C'est pour cela qu'Abila l'avait dit. Il a tout réussi, mais il n'est pas arrivé à changer l'homme, la mentalité. Si l'homme n'est pas changé, eh bien, il n'y aura pas de changement dans notre pays. Et donc, le problème du Congo, c'est l'homme. Voilà, madame. Merci. Johnson, lié contre l'émission, quelles sont les résolutions? Merci beaucoup, madame. Je pense que moi, je ne suis pas décidé. Je suis vraiment à califourchon entre l'opposition et la majorité, donc. Comme ils viennent tous de le dire, ici il y a le sadisme qui règne. L'opposition devient tellement sadique qu'ils font souffrir les enseignants. Or, ce qu'ils doivent oublier, et ce qu'ils oublient, c'est quoi? Une nation est construite sur l'éducation de ses citoyens. Elle est élevée par la justice. Mais la justice passe par les enseignements efficaces. Ainsi donc, le gouvernement congolais et le ministre de tutelle doit prendre d'abord des résolutions pour le recyclage des enseignants. Parce que les enseignants eux-mêmes, parfois, n'ont pas de niveau. Là, il faut qu'on l'avoue. Ils n'ont pas de matière. Il faut la routine. Dans le chef de l'État a raison. Hein? Voilà. Moi, je vous dis. Parce que l'État ne prend pas de dispositions. L'État ne prend pas de dispositions, je vous dis. L'État ne prend pas de dispositions. Revaloriser l'enseignement en faisant de l'enseignant le fonctionnaire le mieux payé. Plus que les députés. Oui. Parce que ce député est passé par l'enseignement. On a rabaissé leur salaire, maintenant c'est à 5 000 $. Il doit également adopter un système d'éducation nationale qui répond aux besoins des Congolais et qui produit des citoyens capables de mener des réflexions critiques. Et surtout, conscientiser les Congolais à considérer le Congo comme un bien commun dont la richesse doit être partagée équitablement entre les Congolais. Il n'y a pas de citoyens plus congolais que les autres. Merci. Les autorités de l'éducation doivent également revoir dans tous les domaines quelles sont les méthodes d'enseignement qu'il faut aux Congolais. Il y a aussi un problème de méthode d'enseignement, madame. C'est pour cela, pour chiter, la plus grande question est celle-ci. Quoi enseigner aux Congolais et comment l'enseigner? Merci. Depuis le bas âge. L'approche par compétence serait la méthode la plus efficace pour concilier la théorie à la pratique. Donc pour l'instant, j'ai compatis avec tous les enseignants qui ont fait 3 mois non payés dans ma province, que nous exigeons d'ailleurs au ministre de tutelle de prendre des résolutions urgentes pour payer tous ces enseignants-là qui sont en train de copier dans la misère. Merci. C'est vrai qu'on peut. Quelles sont les pistes de solutions? Dernier mot, ici je voudrais lancer une invitation parce que je suis l'un des cadres du district de la Lukunga, dirigé demain de Maître Gilles Omanda. Nous organisons une manifestation, une matinée politique qui sera organisée au niveau de Maloueka. Mais invitez qui merci pour la couverture médiatique, c'est quoi ça? Non, mais on va vous inviter, madame. Oh. Donc, dans la salle Consolata. Et donc, par là, j'en appelle tous les habitants de la commune de Ngaliema, Sangamamba et autres de nous joindre pour assister dans ce méga matinée politique qui sera dirigé par l'exécutif Maître Gilles Omanda. Et deuxièmement, madame, ici, je voudrais
paraphraser le mot du président élu Martin Fayoulou, la liberté, la justice, la souveraineté et le bien-être ne se donnent pas. Ils s'arrachent comme les autres pays africains. Nous avons vécu ce qui se passait au Kenya, madame. Voilà pourquoi nous interpellons la jeunesse congolaise de quitter la distraction, d'être beaucoup plus focus dans tout ce qui se passe dans notre pays, parce qu'il faut éviter d'accompagner les politiciens véreux qui ne cherchent qu'à s'enrichir, qui ne cherchent que leurs propres intérêts. Et donc par là, je suis heureux parce que la population congolaise était vraiment inquiet pourquoi le président élu Martin Fayoulou ne parlait plus. Mais nous avons beaucoup plus exigeante dans ces régimes parce que nous sommes sûrs et certains que ces régimes ne vont rien faire pour l'intérêt de la population. Et donc, nous sommes focus en 2028, il y aura alternative avec le président élu Martin Fayoulou. Et voilà, c'est la fin de cette émission. C'était un échange citoyen. Nous allons revenir encore par rapport à ces sujets, c'est très important. On est ministre, on est docteur, on est je ne sais pas qui, on est journaliste parce qu'il y a eu des enseignants. Si les enseignants sont mal payés, en tout cas, ça fait très mal, c'est détruire toute une nation. Lorsque Vital Kamerhe a dit que les députés touchent maintenant, vont toucher 5 000 $, c'est du mensonge. En tout cas, on a dit à côté. C'est du mensonge. J'ai du mal à croire à cette... Non, ça c'est... Il n'a pas parlé des invisibles. J'ai du mal. En tout cas, merci à Guillaume. Merci beaucoup, madame. Ce n'est pas la première fois. Hein? Oui. Nos portes vous sont toujours ouvertes. Je serai toujours là. Ernest est un habitué de cette émission. Merci à Johnson. Merci à Cédric. Je vous en prie, madame. Elles sont nombreuses en train de nous suivre. Ces filles, ces femmes me soutiennent toujours. Elles m'ont dit, Maman Minouchka, tu n'as pas de émission politique. On peut savoir penser à Colando vraiment. En tout cas, merci à toi, Martini Mangongo. Merci à Laure Ngemba. Merci à Sarah Mabikwa et à toi, Mimi Misenga. Merci à Light Moutonge, à la régie. Merci à Enoch Mbala. Que Dieu bénisse la RDC, que Dieu protège nos FARDC et que Dieu garde son peuple. Au revoir.